bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. Vous voyez, ça change tout. Johnny Hallyday, avez-vous réellement du talent ou bien vos chansons sont chaque fois arrivées, comment dirais-je, au très bon moment? Le pyromane Hallyday s'est rangé. La nouvelle est confirmée. Il partira pour l'armée afin de servir d'exemple à ceux qui l'admirent. D'abord, j'ai été un blouson noir. Et puis, je me suis battu. J'ai appris à me défendre plutôt, à la manière de la rue. Et puis un jour, vous allez à l'enterrement de ce père en Belgique. Ce qui m'a attristé, c'est que j'étais tout seul. Vous avez peur de mourir? Ouais. Ne vous inquiétez pas, la route est belle. Mourir, c'est quoi? On continue là-haut? Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut, mon père. Salut. Eh bien bonjour chers auditeurs, et bienvenue au podcast 51, le podcast qui retrace l'histoire des albums de Johnny Hallyday. Je suis toujours avec mon ami Jean-François Chénier. Salut, bonjour tout le monde. Jean-François, on rappelle que ton livre Johnny Hallyday, 60 ans de scène et de passion est toujours dans les librairies. Il est toujours dans les librairies, mais écoute, je suis très content parce qu'on m'a envoyé cette semaine les scores de vente. Et c'est vrai qu'on est toujours un petit peu anxieux, oui. Surtout qu'il y avait une rude concurrence. Oui. Et je dois te dire que les résultats sont exceptionnels. Donc je remercie tous ceux qui ont eu la gentillesse d'acheter ce livre et ça me fait très très plaisir. Mais il le mérite parce que c'est vraiment un livre exceptionnel. Encore, on en parle à chaque fois, on le dit, on le répète. C'est toute une vie retracée dans un livre avec des témoignages importants, essentiels, un point de vue donné sur les choses, mais d'une façon juste. Je suis vraiment content des résultats. Ça, c'est vrai qu'il y avait quand même une grosse concurrence et puis en plus, je pense que ce livre est intemporel. Donc il a encore des belles journées devant lui et que c'est loin d'être terminé. Des journées, belles années. Je vais d'ailleurs y travailler. Mais aujourd'hui, on va revenir dans les années 2000. Oui, on peut pas dire le début des années 2000, oui. Mais 2007. Oui. Et en fait, c'est surtout le premier album que Johnny m'a enregistré pour sa nouvelle maison de disques. Nous sommes donc en 2007 et c'est le 45e album de Johnny Hallyday, Le cœur d'un homme. Ici la terre est rouge, de tout le sang versé. Sous mes pieds le sol bouge, à Monument Valley. J'entends mille histoires dans les champs oubliés, du bleu, du rouge puis du noir, à Monument Valley. Sur la terre Navarro, je la vis l'épopée, dans la poussière des longs manteaux, de toutes mes vies rêvées. J'en ai vu des soleils se lever par milliers, toujours brûlant, jamais pareil, à Monument Valley. Monument Valley. Monument Valley. Quittant donc Universal à grand bruit. Il quitte Universal dans des conditions un peu houleuses, avec des procès, avec des séances au tribunal du prud'homme. Enfin, c'est pas des choses qu'on aime beaucoup voir, pour des raisons qui sont certainement des raisons d'ordre peut-être personnel, mais aussi financière, et pas seulement liées au fait qu'il voulait faire un album, une couleur musicale, et qu'on l'en aurait empêché. Le cœur d'un homme est annoncé comme étant un album de blues.
peut juste rappeler qu'en 1994, il a enregistré un vrai disque de blues aux États-Unis qui s'appelle Rafton, avec des blues absolument sublimes. On aura l'occasion d'en parler quand on parlera de cet album. Mais il y a des blues, alors c'est un album en anglais, mais il y a des vrais blues sublimes. Donc voilà, il est parti avec perte et fracas. Il a quitté une maison dans laquelle il était depuis 1961 quand même, qui a changé de nom au fil des années. Mais jusqu'au dernier moment, on pensait qu'il allait rester... Il y a eu effectivement des retournements de situation et on a pu penser qu'il n'allait pas partir, qu'il allait rester. Et puis bon, voilà, il est parti. Et donc il va chez Warner, qui est évidemment une maison de disques avec beaucoup de compétences. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc ils vont faire leur premier album en 2007. Après une tournée que Johnny a faite qui s'appelle le Flashback Tour. Quelle tournée ? Une magnifique tournée alors où il va revisiter en fait toutes les salles où il est passé. Et donc à Paris, on l'a vu au Palais des Sports. Ça, c'était un comeback incroyable parce qu'il n'avait pas chanté depuis 1982. Et donc après le Palais des Sports, il fera l'Olympia, il fera ce qui s'appelait à l'époque Bercy, qui s'appelle aujourd'hui l'Accor Hotel Arena, il fera le Zénith, il fera la Cigale, oui. Enfin toutes ces salles. Et puis en province, pareil aussi, donc une grande tournée, une belle tournée, avec un album qui sortira, un album live qui sortira un peu plus tard. Puis je crois que aussi c'est cette tournée qui va l'amener un peu à l'étranger. Il va faire des concerts aussi en Angleterre. Et aux États-Unis et en Angleterre, il va faire 2 concerts dans cette salle exceptionnelle qui est le Royal Albert Hall. Et malheureusement, de façon un peu incompréhensible, on n'a absolument aucun témoignage, ni visuel ni sonore, de ces concerts qui ont été de très belles réussites. J'ai eu des connexions avec les personnes qui vivaient à Londres, qui sont allées, des Français, parce que c'était surtout des Français, et qui ont été absolument stupéfaits par la performance de Johnny. C'est étonnant ça. Donc c'est très dommage. C'est très dommage parce que je crois qu'il a vraiment fait des concerts sublimes. Et aux États-Unis, il était à New York, au Beacon Theatre, là où les Stones avaient été filmés par Martin Scorsese. Et là aussi, il a fait des concerts. Mon fils était à New York à ce moment-là, donc il a eu pas mal de retours aussi. Il avait fait des concert magnifique. D'ailleurs, Mickey Jones était venu le rejoindre sur scène pour... il y a une photo magnifique que j'ai mis dans le livre. Je tenais absolument cette photo où Mickey Jones est sur scène avec Johnny. Ils ont fait entre autres Hommage à Sarah. Donc vraiment des grands souvenirs. On aurait aimé des captations à la fois sonores et visuelles de ces moments qui sont des temps forts de sa carrière. Oui. Mais là, retour à Los Angeles. Retour à Los Angeles, puisqu'il vit là-bas, donc il va enregistrer à Ocean Studio, qui est un grand studio à Los Angeles, où beaucoup de grands artistes enregistrent. Et pour ce disque, qu'il va annoncer longtemps à l'avance que c'est son album de blues. Exactement. Son album de blues. Il va nous faire son album de blues. Et donc, il va s'entourer d'un personnel musicien absolument exceptionnel, extraordinaire. La liste des guitaristes qui jouent sur cet album, on va la citer quand même parce que c'est impressionnant. Hein. Il y a Kemmo qui fait partie des artistes que Martin Scorsese a mis en avant dans sa série magnifique sur l'histoire du blues. Taj Mahal, qui est le frère de Carol Fredericks. Il y a Paul Person. Il y a Doyle Bramhall, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup avec Eric Clapton. C'est un peu son deuxième guitariste, d'une certaine façon. Ils sont encore ensemble dans la tournée que fait Clapton en ce moment. Robin Le Mesurier, bien sûr, et Brian Ray, qui sont les piliers de l'orchestre de Johnny. Tony Joe White, qui participe à cet album. C'est pas la première fois que Tony Joe White travaille avec Johnny. Et puis des grands musiciens français, Claude Ingel, Freddy Coella et Eric Sauvia, qui sont des partenaires de Cabrel, souvent. Et puis Paul Person, qui est aussi un ami de longue date de Johnny. Ça, ne serait-ce que pour les guitaristes. Et puis il va réunir, fait exceptionnel, un père et un fils. Son batteur, un de ses batteurs, Abraham Laboriel Jr., qui était au Stade de France en 98 avec lui, qui aujourd'hui est avec Paul McCartney, et qui va sur cet album jouer, et son père, bassiste, Abraham Laboriel, fait aussi partie du casting de cet album. On retrouve aussi Denis Benarroch, qui est un pilier de l'équipe de Cabrel, Laurent Verneret, qui va devenir le bassiste de Johnny dans son orchestre, et très important, l'arrivée dans ce casting d'un personnage que personne ne connaît, qui s'appelle Greg Slapp, qui joue de l'harmonica, et qui va être tellement éblouissant qu'il ne quittera plus Johnny du moment où il est venu enregistrer avec lui, et qui va être sur scène un des musiciens, si ce n'est le musicien clé de son orchestre dans ses tournées futures, et qui va mettre le feu sur Gabriel notamment, avec des solos exceptionnels. Voilà, c'est un personnage en plus très sympathique, d'origine polonaise, je crois. Je crois que c'est à la Madeleine. Il faisait partie effectivement des musiciens. Et donc Greg Slapp, il vient jouer en fait dans cet album pour la première fois. Il ne quittera plus Johnny à partir de ce moment-là.
tu vas m'aimer si mal que je serai fou de toi. Tu vas me faire du mal en dormant près de moi. Je veux sentir ta peau et te serrer contre moi. Je vais t'haïr si bien que je serai fou de toi. Et coule dans tes veines mon opium et ma peine. Je veux sentir ta bouche te coller à ma peau. Écrit dans tes caresses le rivage d'ivresse et moi. À l'encre de nos nuits, efface ma détresse, dessine-moi. Il n'y a que toi et moi. Ça, dirigé par le grand Yvan Cassar. Au clavier, il y a Yvan Cassar. Et donc, effectivement, c'est la personne qui a été choisie pour, en quelque sorte, mettre en... On sait pourquoi Yvan Cassar, le choix pour un album de blues? Alors ça, pour moi, ça reste un grand mystère et probablement peut-être l'erreur de cet album. Encore, c'est pas du tout par rapport à Yvan Cassar, qui est un musicien absolument exceptionnel. Yvan Cassar a rejoint Johnny, a travaillé avec Johnny pour la première fois en 98 à l'occasion du Stade de France. Il avait travaillé avec Mylène Farmer. C'est Jean-Claude Camus et l'équipe de production qui ont pensé que c'était la personne idéale pour en fait mettre en musique tout le grand projet du Stade de France, où il y avait orchestre symphonique, il y avait du rock, il y avait de l'acoustique, enfin, il y avait des couleurs musicales très variées. Puis il y avait deux musiciens de l'orchestre de Johnny qui étaient Brian Ray et Abraham Laboriel que Cassar connaissait, puisqu'ils avaient travaillé ensemble avec Mylène Farmer. Et donc il rentre dans l'équipe de Johnny à ce moment-là. Et il va prendre une place très importante, d'abord parce qu'il est hyper doué. Il va réarranger des morceaux. Pour moi, un de ses plus belles réussites, c'est l'arrangement qu'il a fait de La fille aux cheveux clairs, qui revient dans le tour de chant 98 avec un arrangement tout à fait nouveau et intéressant de Cassar. Et donc Yvan Cassar va à partir de ce moment-là faire partie vraiment de l'entourage proche de Johnny. Il va diriger l'orchestre, il va être présent sur scène, il va faire plein de choses avec Johnny. Et il est choisi par la maison de disques Warner pour diriger cet album. Je crois que le blues et Yvan Cassar, ça fait 20. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout de ses racines. Et donc c'est un peu particulier. Mais est-ce que ce choix, en fait, n'était pas pour rassurer d'une certaine façon le public? C'est-à-dire que si Johnny avait fait un album de blues traditionnel, authentique, comme il disait qu'il allait le faire, enfin, comme c'était un peu la promesse, il aurait probablement déstabilisé son public. À chaque fois qu'il fait un disque thématique, c'est pas des grosses ventes. Et pour un premier disque chez Warner, ils peuvent pas se planter. Il faut un disque qui soit accessible au plus grand nombre, qui soit sur le plan commercial un succès. Et donc, avec Cassar, ils prennent pas beaucoup de risques. Mais pour ceux qui attendent un vrai album de blues, peut-être qu'à l'arrivée, on pourrait être un peu sur notre fin. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Les textes aussi, c'est une belle... Alors, les textes, c'est toujours un choix qui était important, qui est devenu en fait de plus en plus important au fil des années, parce qu'il y a tellement de belles plumes qui sont mises à écrire pour Johnny. Là, sur cet album, on retrouve des personnalités un peu inattendues, comme Bruno Puzzolo, qui est quelqu'un qui a été à un moment très proche de Johnny, on ne voyait que lui, puis qui a disparu du jour au lendemain. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais bon, il faisait plus partie de la bande. Marc Lévy, qui est un personnage dont on connaît évidemment tous les romans, donc qui écrit un texte. Et puis, il y a Jean Fauque, qui a travaillé pour la première fois avec Johnny à un moment de Vegas. Il a adapté pour Johnny un certain nombre de classiques du rock'n'roll, notamment Né dans le Bayou, par exemple, The Bayou, qui travaille avec comment il s'appelle, Bashung, connu pour son travail avec Bashung. Donc il va être présent sur cet album. Il y a Didier Golemanas, qui depuis un moment écrit, et avec succès, des titres pour Johnny. Lionel Florence, c'est l'équipe qui a démarré au moment de l'album avec Pascal Obispo, et depuis qui régulièrement collabore avec Johnny. Et puis on va retrouver aussi un titre de Bernie Taupin par Elton John, fidèle Elton John, et puis
le vieux complice de Johnny, Michel Mallory, qui évidemment dans un album de blues se doit d'être présent. Alors il a même été, je pense, à un moment sollicité et écrit, il a composé beaucoup de titres pour cet album. Il a été dit à un moment que cet album serait fait par Johnny Mallory d'ailleurs, Johnny l'a dit. Il y a eu beaucoup de bruit concouru. Paul Person a été sollicité, il a proposé beaucoup de titres, je pense d'excellents titres. Mais c'était des vrais blues, et je pense qu'ils ont eu peur, et ils n'ont pas voulu aller aussi loin, à tel point que Paul Person, lui, va les enregistrer, ces chansons, avec Hubert et Félix Stephen, et c'est très bon, c'est très bon. Donc Mallory est présent, et il va proposer un titre, on va appeler ça le cousin germain de la musique que j'aime, mais sans atteindre la réussite de l'original. Des mots écrits sur des musiques, à l'encre bleue, à l'encre rouge. C'est comme une relation physique, comme un contact épidermique, et qui fait que les choses bougent. Ça fait chavirer les foules, chavirer les foules. Ça fait trembler les grilles, crier les filles, chavirer les foules. Une idée forte sur un bon thème, qui sonne bien, qui sonne actuel. Un truc qui parle de nos problèmes, de nos amours et de nos peines, en un langage universel. Ça fait chavirer les foules, oui, chavirer les foules. Ça fait tomber les grilles et hurler les filles, chavirer les foules. Et au mix, on retrouve... Alors... Bob Clearmountain qui sort de sa caverne. Bien sûr, Bob Clearmountain qui est maintenant incontournable, hein, depuis qu'il a commencé à travailler avec Johnny donc pour l'album À la vie à la mort en 2002. Il est sur tous les albums, live et studio. Et chose étonnante, il va quitter son studio de Los Angeles pour aller à Bruxelles, dans un studio qui est le studio ICP. Et ce studio, à Bruxelles, ce studio est visiblement en Europe certainement aujourd'hui ce qui se fait de mieux. Tous les artistes ou les plus grands artistes y vont, et donc le mixage va se faire là-bas. Et quand on regarde, c'est assez intéressant, le making-of de l'album, il y a une interview de Bob Clearmountain qui se présente un petit peu et qui explique sa façon de travailler. Et il a une façon de travailler qui est très originale parce qu'en fait, contrairement à l'habitude, lui, il a une technique de mixage qui fait qu'il commence par mixer la voix et après les instruments. C'est l'inverse de ce qu'il fait d'habitude. Et donc il explique sa façon à lui de travailler, et peut-être que c'est ce qui donne cette couleur un peu... Pour Johnny, c'est parfait. Il était très très heureux de travailler pour Johnny, parce que quand on a une voix comme ça, un interprète comme ça, on se fait plaisir. Et donc, maintenant il fait tous les albums. Et là, il va à Bruxelles pour mixer cet album, et donc donner cette couleur... qu'on aime bien, donc voilà, tout est réuni, il y a des textes, il y a des chansons qui beaucoup sont composées par Cassard, il y a un personnel musicien exceptionnel, il n'y a pas d'autre mot, et donc on est dans l'impatience de l'écoute, de la sortie de ce disque qui est annoncé pour le mois de novembre, je crois, novembre 2007. Comme ça. Et aussi Cabrel avec Sarbacane et la reprise. Ah oui, alors dans cet album, il y a deux chansons un petit peu à part. Il y a d'une part une chanson que lui a proposée Bono, qui va chanter en anglais, qui est la dernière chanson de l'album. I Am the Blues. I Am the Blues, oui. Encore une fois, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal quand Johnny chantait dans la langue de Shakespeare. Et là, ça ne déroge pas à la règle. C'est pas une chanson sur laquelle j'éprouve beaucoup d'intérêt. Mais bon, il était très content que Bono lui propose un titre. Et puis, il va adapter un grand classique de Francis Cabrel, Sarbacane. Alors là, Cabrel et Johnny, c'est un peu une longue histoire finalement, parce que quand j'avais rencontré Johnny en 95,
dans sa loge, je lui avais posé la question, après Berger, après Goldman, avec qui vous aimeriez travailler comme artiste français? Et je me souviens très bien, c'était marrant parce qu'il m'avait regardé, il m'a dit, ah ben là, attendez, il réfléchit, il me dit, vous me posez une colle, mais il dit, il y a quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup travailler, c'est Francis Cabrel. Ah oui. Et donc, pour peut-être faire en sorte que ça se réalise un jour ou l'autre, il décide d'enregistrer Sarbacane dans sa version à lui, qui est une version plus musclée, plus rock. Bon, moi j'avoue que j'adore l'original, donc je reste fidèle à l'original de Cabrel, mais en tout cas, c'est le début d'une collaboration avec Cabrel, puisque dans l'album suivant, Cabrel va lui proposer un titre. Je m'arrête là, on aura l'occasion de parler quand on parlera de l'album, mais comme il a en plus dans ses musiciens des guitaristes et un batteur qui ont l'habitude de travailler avec Cabrel, il y a un lien qui se fait. Oui, il y a un lien qui se fait à ce moment-là. Ils feront d'ailleurs des télés ensemble, ils chanteront Sarbacane ensemble, ils feront des télés ensemble, qui seront des belles télés. Hein. De toute façon, c'est un titre, Sarbacane, c'est un titre formidable, c'est vraiment un titre magnifique. Magnifique. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc ça fait partie effectivement de ce disque qu'on va découvrir. En fait, on va découvrir ça au mois de novembre. Avec l'annonce d'un premier single. Ah, et là on y vient. Premier single, Always. Voilà, oui. Et donc, je me souviens très très bien que, en fait, pour écouter et découvrir les nouveaux titres de Johnny, il faut écouter RTL, qui est un radio partenaire, qui a toujours l'exclusivité et qui a une émission le matin qui s'appelle Laissez-vous tenter, et qui nous annonce qu'on va découvrir le nouveau single de Johnny dans Laissez-vous tenter le 12 novembre. Et donc, ce jour-là, je suis dans ma voiture, je me souviens très bien, je me dis, oh là là, j'écoute, et quand l'émission a commencé, je m'arrête parce que je suis tellement impatient. C'est vrai, je suis vraiment impatient, parce que Johnny et le blues, enfin, je me dis, ça va être géant, quoi. Mais ils l'ont bien vendu, l'album de blues. Ils l'ont bien vendu. Bon. Et donc, l'émission démarre, je m'arrête, je me mets sur le bas-côté, et j'entends Always. Et j'avoue que c'est une immense déception. Je ne comprends pas le choix de ce single pour cet album. Alors, c'est une ballade très douce, il n'y a rien de blues. C'est vrai que c'est pas un titre blues. Alors, quand on nous a vendu un album de blues, qu'on nous annonce un album de blues et qu'on entend Always, on est un peu surpris. Voilà. Donc, c'est vrai que, je le dis très honnêtement, j'ai été très très déçu à l'écoute de ce titre. Alors, c'est pas l'album, hein. Finalement, on se dit, on va attendre l'album. Puis quand on écoute l'album, il y a des morceaux qui sont vraiment intéressants, on va y revenir. Mais là, pour lancer l'album, c'est le 5 novembre, je crois, que l'Always est sorti. C'était une semaine avant l'album. Ouais. Donc pendant une semaine, on a Always. Et on dit vivement qu'on écoute autre chose qu'Always, et on pourra écouter donc le 12 novembre. Parfois je veux la vie d'un autre. Parfois je rêve d'une autre vie. D'une vie qui serait la nôtre. D'une vie qui serait la vie. Tant de fois je t'ai vu en larmes. Tant de fois je t'ai vue heureuse. Le temps est là qui me désarme. Et la mort un peu moins peureuse. Que restera-t-il de ma course autour du soleil? Que restera-t-il de toutes mes nuits sans sommeil? Que restera-t-il de ma voix devant l'éternel? Que restera-t-il de moi? Donc le 12 novembre sur l'album. Alors le 12 novembre sur l'album avec combien? 14 titres, je ne sais plus combien. 13 titres. 13 titres, mais il y a plein de petites bonus en fait.
Parce que par exemple, Always est sorti en single avec un titre qui s'appelle le Blues Maudit, qui est un vrai blues. Et puis il y aura après d'autres titres, deux autres titres, je crois, qui, donc au global, ça doit faire 14-15 titres au moins pour, ou 16 pour cette production. Et à l'écoute, on n'a pas vraiment un disque de blues au sens littéral du terme. On a un disque qui a une couleur musicale très américaine, avec des inspirations qui viennent de différentes finalement régions des États-Unis. Et il y a de très belles réussites. Alors déjà, le morceau d'ouverture est formidable, Monument de Vallée, qui est composé par Cassard d'ailleurs, et qui fera l'objet d'un magnifique clip tourné dans le désert. Johnny est à moto, il y a des images absolument magnifiques. Ce titre, moi j'aurais aimé qu'il le fasse sur scène, et j'aurais aimé qu'il le défende, parce que je trouve que c'est une vraie réussite, et c'est Johnny. C'est vraiment Johnny. Monument de Vallée, le désert, des paysages fantastiques, Johnny qui est en moto. J'adore ce titre. Il y a un autre très très beau titre, qui n'est pas très très connu, en tout cas que j'aime moi beaucoup, c'est Que restera-t-il, qui est un titre qui est très... il y a beaucoup de tristesse dans cet album. C'est un album qui est... La mort est très présente. Oui, c'est vrai, et pourtant, il n'y a pas de raison particulière. En 2007, il est en bonne santé, il n'a pas eu de pépin. Mais la mort est très très présente. Et ce titre, il vous donne le frisson, il vous fout le frisson quand il le chante. C'est un titre d'une sobriété incroyable. Très très beau titre, Que restera-t-il, peut-être, en tout cas pour moi un des plus beaux de cet album, qui n'aura pas non plus, mais comme la plupart des titres de cet album, n'aura pas d'existence. Alors il y a un duo formidable avec Taj Mahal, T'aimer si mal, qui envoie vraiment bien. Il y a Vous Madame, qui justement, il s'adresse à la mort, et donc Vous Madame, que j'aime beaucoup, qui est aussi... Donc il y a, globalement, si tu veux, il y a des titres qui sont vraiment bien, il n'y a pas de tube. Il n'y a pas de tube. Et il y a ce cousin germain de la musique que j'aime, Chavirer les foules, qui va être en fait le deuxième single qu'on va mettre en avant, et qui sera entre autres un des titres les plus défendus en promo télé. Et qui est donc composé par Michel Mallory, mais qui n'aura pas non plus de carrière, quoi. Donc c'est très bizarre, parce que l'album, finalement, globalement, va avoir un beau succès commercial. Une très grande promo. Alors, la promo, mais Johnny a-t-il jamais fait autant de promos? Je pense que l'attaché de presse de Warner a travaillé. Ah là, c'est quand même, là, c'est assez impressionnant. Écoute, là, on a regardé ensemble les télévisions qui ont été faites. Alors, il y a bien sûr la presse, le Parisien, Paris Match, les Edo TV, les News Magazine, toute la presse est arrosée, les radios avec RTL en priorité, bien sûr, mais alors la télé... c'est impressionnant. La télé, alors... Il est partout, tout le temps. Il est partout. Alors il fait en plus des grosses émissions, avec des grosses audiences. Starac, les Miss. Soirée qui fait un carton. 7 à 8, les journaux télé, le grand journal sur Canal+, M6 Musique, Hit Machine, Tenue de soirée, une grande émission populaire, 50 minutes Inside. Il va même jusqu'à aller chez Koé. Oui. Bon, ça, il a pu éviter peut-être. C'est vrai qu'il a pu s'en passer. Vivement Dimanche avec l'ami Drucker. Les stars de l'année 2007. Gros carton de fin d'année. Il est partout. Et puis, il nous fait un Taratata. Son deuxième Taratata. Et Taratata, c'est une émission qu'on adore, parce que d'abord, c'est une émission qui permet aux chanteurs de chanter live et dans de très bonnes conditions. C'est vrai. Et il avait fait son premier Taratata qu'il avait fait en 1994, à l'occasion de la sortie de Roughton, était un grand moment de télévision, des grands moments de télévision de Johnny. Et là, il a refait Taratata. Alors, Casting différent et un peu trop variété quand même, parce qu'on retrouve des gens comme Patrick Fiori, Laurent Gérard, Jean Reno, Raphaël, dont on se serait bien passé, et Roberto Alagna. J'aime beaucoup Roberto Alagna, mais enfin bon. Heureusement, il y a Eddie, et puis il y a surtout Paul Persson. Exact. Et avec Paul Persson, ils vont livrer une version du duo qui fait avec Taj Mahal sur l'album, absolument dantesque. C'est un grand moment de télévision, un grand moment de cette émission. Et on regrette un peu que les titres de Paul Persson n'aient pas été retenus pour cet album, parce que Paul Persson, dont on a appris récemment, et j'en suis ravi, qu'il allait revenir sur scène et sortir un disque. Donc moi j'aime beaucoup Paul Persson. J'ai eu l'occasion de le voir sur scène et j'aime bien ce qu'il fait. En tout cas, là, cette séquence télé, ce duo télé sur T'aimer si mal est une vraie réussite.
Une belle séquence aussi avec son fils David. Une belle séquence avec son fils David aussi, donc qui est là. Donc il y a des taratata, belle émission de télé. Et donc cette promo, il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, il y a de la pub pour Always. Alors c'est pas pour les préservatifs, hein, mais c'est pour les serviettes hygiéniques. Pour les serviettes hygiéniques, pardon. C'est pour la promotion du single. Donc il y a un spot publicitaire. Il y a sur TF1 un espèce de feuilleton sur les coulisses de l'album, avec un titre par jour à découvrir. Enfin, c'est jamais vu ça, quoi. Si tu chiffres en euros ce que représente l'espace télé occupé par Johnny, c'est colossal. Non mais là, Warner a vraiment mis le paquet pour... ils ont mis le paquet, il fallait pas qu'ils se trouvent, c'est le premier album, ils ont mis le paquet, le résultat est là, puisque commercialement le disque se vend très bien, et ce qui est pour moi incompréhensible, c'est qu'il ne défendra aucun titre de cet album sur scène. Voilà, c'est ça. Aucun titre. C'est ça qui est étonnant. Il fait une tournée, il va partir en tournée, c'est 1 an après, je crois. Donc c'est encore tout frais. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi 1 ou 2 titres de cet album pour les défendre sur scène? On sait qu'un album de Johnny a une vie quand il sort, mais il a aussi une vie quand il défend les titres sur scène. Et s'il ne défend pas les titres sur scène, on l'oublie. On n'entend plus parler. Et aujourd'hui, cet album, on l'a oublié, on n'en parle quasiment plus. Oui, on en parle parce que c'est le premier album. Bon, c'est le premier album Warner, et puis ça fait tellement de bruit. Je veux dire, je veux faire un album de blues, on m'empêche de faire un album de blues, etc. Bon, le résultat, il est un bel album, musicalement avec de belles choses, mais pourquoi ne l'a-t-il pas défendu? Ça, la question, malheureusement, on n'aura jamais la réponse. Oui, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est vite passé à autre chose. Ça me taraude un peu parce que franchement, il y avait des choses à faire. Des choses à faire. On croyait savoir tout sur l'amour depuis toujours. Nos corps par cœur et nos cœurs au chaud dans le velours. Et puis te voilà au bout de femme comme soufflé d'une sarbacane. Le ciel a même un autre éclat depuis toi. Les hommes poursuivent ce temps qui court depuis toujours. Voilà que t'arrives et que tout s'éclaire sur mon parcours. Pendu à mon cou comme une liane, comme le roseau de la sarbacane. Le ciel s'est ouvert par endroits depuis toi. C'est le moment de conclure. Et là-dedans, alors, ton titre préféré? Alors écoute, j'ai parlé de mes 2 titres préférés, il va falloir en choisir un. C'est vrai que Restera-t-il est un titre magnifique, mais je vais choisir Monument de Vallée, qui pour moi vraiment représente bien et Johnny, et cet album, et un titre dont je regrette vraiment qu'il ne l'ait jamais fait sur scène. Bon, de mon côté, ce sera Témissimal avec Taj Mahal. Avec Taj Mahal, super. Ouais. Très bien. La prochaine fois, c'est totalement différent, parce qu'on va venir au début des années 60. On vient dans les années 60. On vient au milieu des années 60. Au milieu des années 60, exactement. Là, on va faire un album du Sergent Smet. Voilà, exactement. On parlera d'Alléluia. À la prochaine. Salut. À la prochaine. Bye bye.